Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous sexo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne de nombreux couples, comment retrouver le désir. Alors, avec le temps, il est fréquent que la passion ou l'attirance diminue au sein d'une relation, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est impossible de raviver la flamme. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet et nous donner des conseils pratiques, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Dispo, sexologue. Laurence, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'être présente à nouveau avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors ensemble, voilà, nous allons explorer les raisons pour lesquelles le désir s'amenuise et comment il est possible de le retrouver. Démarrons tout de suite par la première question. Quelles sont les principales raisons déjà pour lesquelles le désir peut diminuer au sein d'un couple? La première raison, c'est le temps qui passe. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Émilie, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Vous allez fermer les yeux et puis vous allez visualiser où vous en étiez il y a 20 ans sur le plan de votre sexualité et prendre conscience de toutes les évolutions qui se sont faites en 20 ans au niveau de vos besoins, de ce que vous cherchiez dans l'intimité, de quel type de plaisir vous aviez besoin, de ce que ça signifiait le plaisir sexuel pour vous, de ce qui vous fait du bien ou ce qui vous faisait du bien, de tout ce que vous avez appris sur comment communiquer sur la sexualité, sur comment aller chercher ce qui vous faisait du bien. Visualisez toutes les évolutions que vous avez vécues ces 20 dernières années. Vous y êtes? J'y suis, oui. Oui. Il y en a On beaucoup. évolue, on grandit, on prend en maturité et on évolue, je dirais. Voilà. Et puis, on arrive aussi à s'exprimer davantage, je pense, par rapport à ce que l'on souhaite, enfin voilà, nos besoins, en tous les cas, à un instant T. Oui. Ok, on referme les yeux. Vous allez visualiser encore une fois les 20 prochaines années. Ah ouais. Ouais, évidemment, on ne sait pas, hein, mais on peut On ne imaginer. sait pas, et il faut prendre en compte justement, on ne va pas en rajeunissant, n'est-ce pas? Alors, il y aura des transformations corporelles, il y aura des transformations psychiques, il y aura des priorités qui vont changer. Prenez conscience comme ça de toutes les évolutions possibles qu'on peut imaginer sur les 20 prochaines années. Et maintenant, si vous arrivez à prendre conscience un petit peu de tous ces changements, de toutes ces évolutions, imaginez le ou la partenaire actuelle, hein, ou un ou une partenaire que vous pourriez avoir dans le futur. Hein. À quel point cette personne peut aussi évoluer pendant les 20 prochaines années. Eh oui, donc il faut bien évoluer sur le même plan, si j'ai compris. Voilà, vous fermez les yeux. Le petit exercice, c'est ça, c'est de se dire, on évolue, on change, et la personne avec qui on est aussi. Donc, forcément qu'il va y avoir des décalages, forcément qu'il va y avoir des fluctuations. Alors, est-ce qu'on va forcément vers une baisse de désir? Non, on peut avoir des fluctuations, ça peut monter. Peut-être que dans 20 ans, vous serez encore plus pleine de désir qu'aujourd'hui. Peut-être que le ou la partenaire sera encore très vif ou vive dans 20 ans. En tout cas, je vous le souhaite. Mais les choses peuvent changer, bien évidemment. Il peut se passer tellement de choses sur une vie. Donc, ça, c'est la première réponse à votre question. C'est que le temps qui passe est inéluctable, hein, et le temps qui passe fait qu'il va y avoir des changements aussi sur le plan de notre sexualité, parce qu'on va apprendre des choses, parce qu'on va prioriser certaines choses plus que d'autres, parce qu'on va découvrir des choses et on va investir la sexualité différemment avec les années qui passent, en fonction aussi de nos corps. Et ça, c'est la deuxième réponse, c'est que avec les années, il va y avoir des transformations physiques et des événements de la vie qui vont avoir un impact sur le couple. Si on est en couple, on va peut-être emménager, on va peut-être avoir des enfants, on va peut-être avoir des petits-enfants, on va peut-être avoir des périodes de chômage, des périodes de dépression, on va peut-être vivre la ménopause dont on a déjà parlé. Il y aura tous ces événements de vie, ça peut être des événements magnifiques, hein, mais toujours peut-être des stress, parce que bon, on le sait, un déménagement c'est magnifique, ou ça peut être vraiment une source de plaisir, mais ça peut être une source de stress aussi. Donc rien que ça, on voit qu'il y a un impact sur la libido, sur le désir potentiellement. Donc ça, c'est la deuxième réponse à la question. La troisième réponse, c'est évidemment les fluctuations en termes d'entente conjugale. Parce que sur une vie, ou en tout cas sur la durée, il va y avoir peut-être des conflits ou des tensions ou simplement des désaccords. On va être
pas toujours très ajustés l'un à l'autre. Et on va devoir réajuster ou se réadapter l'un à l'autre 10 fois, 15 fois, 100 fois sur le cours d'une vie. Dans ces moments-là, le désir n'est pas forcément le même qu'à d'autres moments. L'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, va peut-être vivre un déclin du désir, ou au contraire beaucoup plus de désir que l'autre. Après, il faut voir comment le couple va gérer ces décalages, ces fluctuations, ces différences et ces réajustements. Donc, voilà un petit peu pourquoi c'est assez logique que réunir 2 érotismes sur la durée est un sacré challenge. D'accord. Alors, que l'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, est-ce qu'il y a des différences notables dans la baisse de désir, alors que ce soit chez l'homme ou chez la femme? Alors, pas vraiment. Ce qu'on va noter, c'est que chez la femme, il y a plus d'impact, ou en tout cas un ressenti plus important des impacts des transformations corporelles. Et je pense aux hormones, je pense au cycle, je pense aux grossesses, je pense à tous les événements qui peuvent se passer autour d'une grossesse, que ce soit une fausse couche ou l'accouchement, ou voilà, tous ces événements qui ont un impact sur les hormones. Je pense aussi à la ménopause. Il y a tous ces moments dans la vie d'une femme où les hormones nous impactent et il va y avoir quasiment à chaque fois un impact sur le désir. L'homme est moins sujet à ces transformations corporelles. Par contre, lui, il va peut-être être plus impacté par des facteurs externes, entre guillemets, comme le travail ou la dépression. Des choses où on ne ferait pas forcément le lien directement, on ne se dirait pas on est en dépression, donc il va y avoir un impact sur les désirs, et pourtant oui, ou bien il y a une période de recherche d'emploi, oui, effectivement, il peut y avoir un impact sur le désir. Parfois beaucoup moins, parfois beaucoup plus, comme une espèce de recherche de se sentir vivant, de se sentir valorisé ou se réaffirmer par le biais de la sexualité. Mais d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir un impact, oui, sur le désir sexuel. D'accord. On sait que quand voilà, une situation s'installe, il est plutôt difficile, il est plus difficile, on va dire, d'en sortir, mais jamais impossible. Quels sont les premiers signes en fait qui indiquent qu'un couple commence un petit peu à perdre de désir sexuel? Et j'aime bien la question parce que vous parlez bien d'un couple et non pas d'une personne. Parce qu'effectivement, et c'est ce que j'explique un peu dans mon prochain livre, c'est qu'on est face à une difficulté de couple et pas seulement à une difficulté d'une personne. Parce que s'il y a une personne qui a moins de désir et que l'autre en a plus, on est face à un décalage qui peut engendrer une certaine souffrance, et ça sert à rien de dire que c'est lui ou elle qui a une baisse de désir. Finalement, c'est le couple qui en souffre. Cela dit, quels sont les premiers symptômes ou les premiers signes? La manière la plus facile de déceler une différence au niveau du désir, c'est l'espacement des rapports sexuels, ou en tout cas des moments sensuels. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est un évitement plus progressif généralisé. Je m'explique. Je pense à un couple qui partagent plus grand-chose en fait. Ils partagent plus beaucoup de sensualité, mais ils partagent plus non plus les balades du chien. Ils partagent plus non plus les films qu'on regarde lever l'un contre l'autre sur le sofa. Ils partagent plus les grandes discussions. Ils partagent plus non plus des discussions plus intimes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un évitement progressif. C'est-à-dire au début, madame avait des douleurs lors de la pénétration. Du coup, elle a commencé à éviter tout ce qui venait avant la pénétration. Pas seulement la pénétration, mais les préliminaires aussi, parce que, ah ben tiens, les préliminaires peuvent mener à la pénétration. J'ai mal, donc je vais éviter les préliminaires ou tel type de préliminaire. Puis peu à peu, ils ont commencé à éviter, parce que monsieur était conscient de cette difficulté-là aussi, et il souffrait pour elle d'une certaine manière, ils ont commencé à éviter les moments qui pourraient leur donner envie de avoir des préliminaires et donc une pénétration. Progressivement, ils ont commencé à éviter tous les moments d'intimité, même psychique ou émotionnelle, parce que si on se serre dans les bras, si on s'embrasse, si on partage un moment câlin ou juste tendre ou même intime sur le plan intellectuel, on pourrait se donner envie et on sera face à la frustration. Du coup, ce couple arrive chez moi. Là, on est quand même un petit peu on est un peu au-delà des premiers signes, mais c'est assez parlant parce que là, ils partagent plus beaucoup des choses qu'ils faisaient, qu'ils étaient en couple. Donc là, on est face à un signe assez important d'un déclin du désir du couple. D'accord. Vous parliez tout à l'heure donc du stress. On imagine assez bien aussi que la routine puisse être un facteur, alors comme d'autres effectivement facteurs. Comment cela affecte-t-il la sexualité et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour y remédier? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais si vous pouviez redonner quelques petits conseils pratiques. Bien sûr. Le stress, qu'est-ce que ça implique? Ça implique moins d'espace psychique.
pour y penser, pour rêvasser, pour se préparer, pour anticiper, juste pour donner de la place en fait à notre sexualité, pour exister et sentir qu'on existe comme un être sexué, érotique. Ça implique aussi une difficulté à être dans l'instant présent. Si je suis tout le temps en train de penser à ma to-do list, à telle ou telle chose que je dois faire pour le travail, ou les commissions que je dois faire, ou les enfants à aller chercher. Enfin, si ma tête est pleine de pensées, de choses à faire, entre guillemets, comment est-ce que je peux profiter de l'instant présent? Je serai tout le temps en train de regarder l'horloge ou en train d'imaginer le temps qui passe et parfois même en train d'avoir un espèce de ressentiment. Zut, je suis en train de donner tout ce temps à ma sexualité alors que j'ai toutes ces autres choses à faire. Donc, c'est un petit peu la dernière roue du chariot, la dernière chose sur ma liste de choses à faire et il pourrait y avoir même un petit peu de colère ou d'amertume par rapport au fait de donner ce temps au couple, ce qui c'est évidemment très, très, très dommage. Alors, comment y remédier? C'est simple et pas simple en même temps, c'est créer un espace-temps. Alors, créer un espace-temps, c'est prendre un rendez-vous, c'est de se dire, je dédie du temps volontairement. Et si je dédie du temps volontairement, qu'est-ce que je vais y trouver moi? Donc, se pencher sur la question, quel plaisir est-ce que moi je vais y avoir? Si je donne ce temps à mon couple, qu'est-ce que j'aimerais en retirer? Ça, c'est important. Donc, la disponibilité, la réceptivité, ça se crée en posant une intention quelque part, en se disant, j'ai l'intention de prendre ce temps pour ma sexualité ou pour la sexualité de notre couple. La routine dont vous parliez avant, la routine quotidienne, qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée une baisse de tous ces ingrédients absolument nécessaires au désir, c'est-à-dire le mystère, la surprise, la découverte. Si on est dans une routine, on sait exactement ce qui va se passer. Peut-être qu'on est même dans une routine sexuelle. Ce sera à telle heure, à tel endroit, et voilà un petit peu le protocole, les étapes qu'on va franchir. Il y a plus de mystère, quoi. Voilà, il n'y a vraiment plus de mystère. Ça donne pas forcément envie. Ça nourrit pas le côté érotique ou le côté rêve de notre imaginaire. De nouveau, comment y remédier? Créer la surprise. Donc, réfléchissez de nouveau de manière très consciente. Comment est-ce que je vais créer la surprise? Est-ce que ça va être un lieu nouveau? Est-ce que ça va être un habillement nouveau? Est-ce que ça va être des paroles qu'on n'a pas encore utilisées? Est-ce que ça va être un registre qu'on n'a pas encore exploré? Vous allez sur Google, vous trouverez beaucoup d'indications. Des surprises. Voilà, créer les surprises. Donc, ce n'est pas seulement pour le 1er avril, les surprises, c'est un petit peu tout le temps pour raviver cet imaginaire qui s'éteint, évidemment, avec la routine quotidienne, en effet. On peut avoir peur ou aimer la routine, mais en tout cas, en matière de sexualité, c'est plutôt un tout l'amour. Oui, parce qu'effectivement, la routine a aussi ses bons côtés, mais voilà. L'été, vous l'avez dit, un peu de surprise, c'est aussi pas mal. Que pourrait-on justement conseiller à un couple qui souhaite raviver le désir, mais qui ne sait pas forcément par où commencer? Est-ce que vous pouvez donner quelques petites solutions concrètes? Oui, bien sûr. La première chose, c'est de sortir des étiquettes. Il n'y a pas une personne plus désirante et une personne moins désirante. C'est souvent comme ça qu'on va formuler les choses dans le couple. Toi, tu es l'obsédé, toi, tu es frigide, tu n'as jamais envie, etc. Donc, il faut sortir des clichés, sortir des étiquettes. On est dans le même bateau. On a la même souffrance qui se décline un petit peu différemment. Peut-être que l'une se sent rejetée, l'autre se sent sous pression, mais on est dans le même bateau de toute manière face à ce décalage. Peut-être que les deux ont un déclin d'envie. Là, il y a moins de souffrance habituellement si on est un petit peu aligné. De toute manière, essayons de ne pas pointer du doigt et de se dire on fait équipe. La deuxième chose, quand on fait équipe, c'est de chercher ce qui se cache derrière les différences et d'accepter les différences. Donc, finalement, qu'est-ce que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, cherchait dans la sexualité et qu'il ou elle ne cherche plus ou n'a plus faim d'aller vivre? Est-ce que finalement la sexualité répond à des fonctions différentes aujourd'hui? Est-ce que la sexualité n'apporte plus le plaisir qu'elle apportait avant? Est-ce qu'il y a des préoccupations qu'on devrait partager? Peut-être des préoccupations autour de douleurs lors de la pénétration, comme je disais avant, ou bien des préoccupations autour de l'érection ou de la vitesse de l'éjaculation. Bref, on a peut-être des préoccupations qu'on ne partage pas avec l'autre parce qu'on a un petit peu honte, on n'a pas envie de faire peser sur la relation nos préoccupations. On se dit, bon, c'est à moi de m'en charger, c'est à moi de m'en préoccuper, je ne vais pas encore en rajouter une couche pour l'autre. Et en fait, on garde des choses pour soi qui seraient tout à fait bonnes à partager.
Ça, c'est la deuxième chose, de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière les différences. Et puis, mettre à plat, ça c'est peut-être un peu le conseil le plus concret que je vous donnerais, ce serait de mettre à plat les freins et les accélérateurs. Un frein, ça peut être quelque chose, n'importe quoi, qui m'empêche d'être réceptive, d'être disponible. Ça peut être la fatigue, ça peut être une dispute, ça peut être une mauvaise ambiance dans la famille de manière plus générale, ça peut être un souci très concret. Ça, ce sont des freins au même titre que je me sens mal dans mon corps. Donc, ça peut être des freins individuels ou relationnels dans le couple qui doivent être mis à plat si on veut pouvoir mettre à jour les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est toutes ces choses qui nous aident à être plus réceptifs ou plus disponibles, on va dire. Ça peut être des choses toutes bêtes comme le petit souper romantique, mais ça peut être des choses comme le gentil mot le matin. Là, on est plutôt dans un registre romantique, mais ça peut être un registre érotique aussi. Ça peut être l'allusion un peu taquine dans un message qui nous arrive pendant la journée. Donc, c'est toute une séduction comme ça qui peut se passer au fil de la journée. Mais si on ne partage pas les mêmes langages de l'amour ou de l'érotisme, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on pourrait ne pas donner les bons messages ou ne pas appuyer sur les bons accélérateurs. Si je me dis que mon homme va répondre aux petits mots doux et qu'en fait, lui, il va répondre à tout à fait autre chose, je vais m'évertuer à essayer de susciter le désir chez lui et je ne serai pas en train d'utiliser les bons accélérateurs. Donc, comme on évolue, comme on le disait avant à la première question, les accélérateurs de mon partenaire ne vont pas forcément être les mêmes accélérateurs qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc, à nous de nous asseoir pour nous dire, OK, aujourd'hui, quels sont nos freins? Quels sont nos accélérateurs? Et puis, c'est ça qu'on va utiliser dans la séduction aujourd'hui. D'accord. Donc, on l'a vu, la communication, c'est primordial, n'est-ce pas? Après, alors, c'est vrai qu'au sein d'un couple, en fonction aussi à quelle étape on est dans le couple, à quel moment de vie, l'âge aussi, ça reste un sujet qui est parfois délicat d'aborder, parfois on n'ose pas trop. Est-ce que vous avez justement des petites phrases comme ça à donner qui peuvent un petit peu briser la glace ou en tous les cas détendre sur le sujet, on va dire? Est-ce que tu aimerais un thé chaud? Est-ce que tu aimerais un chocolat chaud? Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? Est-ce qu'on peut prendre 1 heure pour discuter de quelque chose qui est important pour moi? Et si j'ai envie de t'en parler, c'est justement que nous sommes importants pour moi. Notre couple est important pour moi. Et replacer le couple vraiment, voilà, montrer qu'il a de la valeur et que c'est pas parce que, il y a un décalage qui est advenu que ça remet ça en question, quoi. Exactement, exactement. Et puis le thé chaud, le chocolat chaud, je suis en Suisse, comme vous le savez. Et pourquoi? Pour mettre notre système nerveux dans un sentiment de sécurité. On prend soin de moi, je suis à l'aise, il fait chaud, la lumière est tamisée, c'est le soir, personne ne va nous interrompre, ou tout autre contexte qui vous convient, mais un contexte où vous vous sentez les deux en sécurité émotionnelle, mais corporelle aussi. Donc ça, c'est une première chose, vraiment donner le message que on met tout en place pour que ce soit un chouette moment, parce que c'est pas la guerre. C'est pas une lutte, c'est pas une accusation, on n'est pas au tribunal, mais c'est plutôt pour avoir une discussion tendre et chaleureuse, et si possible constructive. Alors, de quoi parler? Essayez de vous souvenir peut-être d'une discussion constructive que vous avez eue avec un partenaire ou une partenaire. Peut-être que vous allez vous souvenir de certains paramètres que vous avez utilisés pour que la discussion soit constructive. Peut-être que vous allez vous souvenir qu'au lieu de parler de « tu as fait ci, tu as fait ça », peut-être qu'elle a été constructive, cette discussion, parce que vous avez plutôt parlé de vos émotions. J'ai envie de me connecter, j'ai envie qu'on soit proche, j'ai envie qu'on ait du plaisir ensemble. Donc, au lieu d'accusation, on va plutôt parler de choses qu'on a aimées par le passé dans la sexualité avec notre partenaire. Et peut-être qu'au lieu de parler de performance, il faut ci, il faut ça, peut-être qu'on peut parler aussi simplement de plaisir. On aimerait, on a envie, on rêve de. Parler de rêve plutôt que il faut, parce que la norme c'est tant, la fréquence normale c'est tant, la performance de tous les autres c'est tant. On n'en sait rien, on n'est pas chez les autres. Ça, c'est une deuxième chose qu'on peut faire concrètement pour soigner le cadre de ce dialogue. Une autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser un support, un livre par exemple, comme support à la discussion, ou un jeu.
On trouve facilement des jeux érotiques ou des jeux de discussion pour mettre le sujet sur la table sans que l'autre se sente attaqué, sans que l'autre ne se braque, hein, ce qui est quand même important. Oui, de manière un petit peu plus ludique. Et en tous les cas, merci pour ces précieux conseils, voilà, qui montrent qu'effectivement, là, le couple est au contraire remis au centre et qu'on cherche à l'améliorer, en fait, si on peut dire comme ça. Hein. Voilà, en tous les cas, on a amélioré la sexualité et la communication. Maintenant, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point aussi sur les effets d'une perte de désir à long terme, donc sur l'épanouissement personnel, en fait, et sur la relation, bien sûr. Alors, sur le plan personnel, il y a pas mal de personnes qui vont vous dire, pour moi, le désir sexuel, ça fait partie de mon identité. C'est comme ça que je me sens vivant ou vivante. Quand je me sens désirée ou que je sens que je désire une autre personne, là, je sens qu'il y a de la vie. Et du coup, quand il y a moins de désir, il peut y avoir des effets vraiment sur l'humeur, même une dépression. Et ça peut être dans l'autre sens. J'ai une dépression, donc j'ai moins de désir et donc je me sens moins vivant ou vivante. Du coup, je suis encore déprimée. Hein. On en avait parlé par rapport à la sexualité et la dépression. Pour d'autres, l'impact sur le plan personnel, c'est que je me sens moins aimée, je me sens moins important ou importante, je me sens moins valorisée par l'autre. Hein. Donc, c'est aussi des émotions très personnelles. Voilà, je ne suis pas aimable peut-être, je ne mérite pas d'être aimée par cette personne avec qui je partage ma vie. Donc, c'est des enjeux assez importants ou potentiellement assez importants. Sur le plan relationnel, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se dire, tiens, mais on n'est pas en sécurité érotique. On peut être en sécurité peut-être financière ou émotionnelle, mais ne pas se sentir en sécurité érotique, ça veut dire j'ai pas la sécurité de savoir que je suis un ou une partenaire valable pour mon ou ma partenaire. Et ça, c'est terrible, hein, ne pas se sentir vu comme un être érotique. Désirable par le ou la partenaire et savoir que, tiens, je ne peux pas avoir accès à cette partie de la vie avec cette personne avec qui je partage ma vie. Ça aussi, ça peut être très, très douloureux sur le plan relationnel. Certains vont vraiment avoir un impact sur le sentiment amoureux. J'avais un homme récemment en cabinet qui disait, si je ne sens pas cette passion érotique, j'arrive moins à me connecter au sentiment amoureux. Et qui peut nous dire ce que c'est le sentiment amoureux? Moi, je peux en tout cas pas vous dire ce que c'est le sentiment amoureux. C'est tellement personnel, tellement subjectif. Pour lui, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup la passion, l'envie sexuelle. Pour d'autres, c'est beaucoup moins le cas. Mais voilà, il y a des personnes pour qui c'est vraiment intrinsèquement lié. Et puis, le dernier impact que je voulais évoquer par rapport au couple, c'est ce dont on discutait avant, c'est cet évitement progressif de toute sensualité, voire de tout rapprochement qui pourrait mener à la sexualité. Parce que si on vit la sexualité comme frustrante, décevante, culpabilisante aussi, si on est du côté de la personne qui désire moins, et qu'on commence à éviter de plus en plus la sexualité et toutes ces choses intimes qui pourraient mener à la sexualité, le couple peut vraiment prendre des directions opposées. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, les conséquences sur le couple d'un manque de désir qui dure dans le temps, voilà, ça peut avoir cette conséquence-là de séparation. Bien sûr. Très bien. Et pour terminer, j'avais une dernière question. En tant que sexologue, quels outils ou exercices, on en a déjà un petit peu évoqué au fil des questions, mais vous recommandez au couple pour retrouver une sexualité épanouie, justement, et puis redynamiser un petit peu le désir? Voilà, vous avez parlé effectivement de quelques jeux qui existent, effectivement la communication. Est-ce qu'il y a d'autres petits exercices pratiques? Tous les sexologues vont vous prescrire les rendez-vous sensuels, c'est-à-dire 1-2 fois par semaine, ou peut-être une fois à quinzaine, un rendez-vous qui est peut-être programmé de manière alternée par l'un par l'autre, hein, mais qui doit contenir du sensuel. Qu'est-ce que c'est le sensuel? Ça va dépendre du couple. Ce sera peut-être se tenir la main en faisant une balade ou en regardant la télé, ou ça pourrait être prendre une douche ensemble, prendre un bain ensemble, se masser, etc. Donc, au contact physique, là, du coup. Exactement, ouais. Un rendez-vous sensuel. Alors, les personnes vraiment qui n'aiment plus du tout se toucher ou qui ont perdu complètement l'habitude de se toucher peuvent avoir un moment de regard sensuel. On se regarde tout simplement, on se parle avec tendresse et on se parle peut-être d'un sujet un peu plus intime. Et ça, c'est un préalable à quelque chose de plus tactile qui pourra venir par la suite. Hein. On est là où on en est, donc on ne se met pas la pression, on part de là où on est et on va ensuite graduellement construire vers
plus de sensualité. Mais déjà, ces moments-là donnent le message que notre couple est important, je dédie du temps à notre couple, on est les deux à dédier du temps avec intention. Ça, c'est une chose assez importante. J'y mets une intention d'être vraiment dans l'instant présent avec la personne avec qui je fais cette date. Et pourquoi je dis date? Parce que avec le temps qui passe, dans le couple, on oublie de se séduire, de se draguer. Donc ça, c'est assez essentiel quand même, les regards, les paroles, l'intention, s'intéresser à l'autre, comme si on les draguait. Combien de personnes me disent mais mon mari me drague plus, ma femme me drague plus, quelle tristesse. Et c'est difficile peut-être de se dire l'un à l'autre, allez maintenant drague-moi. On n'ose pas forcément demander à l'autre. Donc pensez-y pour vous, tiens, comment est-ce que je peux draguer mon ou ma partenaire, comment est-ce que je peux faire comme si elle n'était pas sur un plateau et que j'avais à aller cerner un petit peu ses besoins à elle ou à lui pour aller dans son sens, dans un registre qui l'intéresse, dans un registre qui l'érotise. Alors, quoi d'autre? Ah oui, quand vous avez ces date night, les rendez-vous sensuels, très très important de privilégier le désir réactif. Vous vous souvenez certainement de nos entretiens que le souvenir réactif, c'est celui qui va émerger dans le moment. À contrario du désir spontané qui, lui, tombe de nulle part pendant la journée et qui a plutôt tendance à se taire avec les années. Donc, quelques années après la rencontre, on va vraiment privilégier le désir réactif. On va mettre tout en place, les accélérateurs, l'ambiance, le temps, l'espace-temps, la disponibilité, pour que dans la discussion, les caresses, les étreintes, les baisers, le désir puisse émerger et on va valoriser ce désir-là sans se mettre la pression d'avoir un désir spontané comme ça qui tombe de nulle part. Et tous ces couples qui me disent mais elle n'initie pas, peut-être qu'elle n'initie pas parce qu'elle n'a pas le désir spontané, mais peut-être que s'il y a un espace-temps qui est créé, le désir va être là. Et c'est un désir réactif, et c'est très bien comme ça. Mais oui, c'est pas forcément elle qui va initier, mais elle sera là au rendez-vous, et elle va profiter, et les deux vont profiter. C'est un exemple un peu cliché, parce que ça peut être l'homme qui est moins dans un désir spontané et plus dans un désir réactif. Autre chose, soigner l'équilibre entre l'intimité émotionnelle et la différenciation, c'est-à-dire la fusion versus la distance. On aime bien être bien proche, comme ça on est en confiance, on se sent en sécurité, on est à l'aise avec la personne. Mais si on est toujours l'un sur l'autre, toujours dans la fusion, toujours en train de partager les mêmes perspectives, les mêmes avis, les mêmes opinions, les mêmes activités, on va plus se voir. Il n'y a plus rien à désirer, à rêver, à anticiper, à séduire. Voilà. On n'a pas assez de distance pour même se voir quelque part. Donc, privilégier les deux en même temps, ça veut dire trouver le bon équilibre. Et parfois, ça va être une semaine comme ci ou un jour comme ça. Mais avoir en tête qu'il faut cet équilibre entre les deux polarités. Puis la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est importante quand même, parce que on se rend bien compte que c'est inévitable, ou quasi inévitable, qu'il va y avoir des jours ou des soirs où on n'est pas aligné. L'un va avoir envie ou l'une va avoir envie et l'autre pas. De bien réfléchir ensemble, potentiellement, aux stratégies à développer pour ces moments-là. Les moments où on n'est pas aligné, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se dire non gentiment? Qu'est-ce que c'est un non sympathique? C'est peut-être un non qui explique pourquoi, ou un non qui dit merci d'avoir le courage d'initier, ou merci, mais là, je préférerais demain soir pour x, y raison. C'est un non sympathique. C'est pas juste non, mais comment tu peux me demander ça alors que tu sais bien que je suis fatiguée? L'autre va vraiment sentir qu'il ou elle dérange et n'a pas forcément l'envie de réinviter. Recommencer le lendemain, oui. Donc, le non sympathique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans les moments où on n'est pas aligné, où l'un ou l'une a envie, l'autre pas? Ça pourrait être on fait une autre activité, sensuelle, tactile, ou pas du tout. Ça pourrait être on en discute, ou ça pourrait être on n'en discute pas et puis on attend que ça passe. Ça, c'est pas la meilleure stratégie. Les stratégies les plus gagnantes, c'est les stratégies qui sont développées ensemble. On en discute, ou on se fait un petit massage, ou on se boit un chocolat chaud, ou simplement on se dit rendez-vous demain, ou bien rendez-vous ce week-end pour en discuter, parce que franchement, là, il y a du boulot, on veut s'y atteler, il y a quelque chose qu'on a envie de regarder en face, et du coup, on prend un rendez-vous peut-être un peu plus conséquent pour le week-end d'après. Ce sont des idées, mais déjà, se mettre d'accord sur comment on va gérer ces moments de
désajustements ou de désaccords qui sont inéluctables, qui sont inévitables. Oui, c'est ça, et puis c'est d'entendre effectivement le problème, d'entendre le décalage, c'est de dire, bah, je le prends en main, on se dédie un moment et puis on va travailler ensemble dessus. C'est ça. Et s'il n'y a pas un véritable problème, si c'est une fois de temps en temps qu'il y a ce mauvais alignement entre les deux, ça pourrait être effectivement juste une activité, enfin un moment sensuel, mais où on cherche juste le plaisir et où on ne cherche pas forcément la pénétration ou l'orgasme. Ou alors ça pourrait être une pratique masturbatoire de l'un ou de l'autre, en présence ou pas. Mais on se met d'accord sur comment on va gérer ces moments-là pour que ce ne soit pas « oh là là, c'est à moi de gérer son non » ou bien au contraire « oh là là, c'est à moi de gérer la culpabilité de mon non » et puis chacun de son côté en train d'essayer de manager les émotions assez compliquées qui peuvent y avoir dans un moment de non-alignement. Alors qu'on peut aussi gérer ensemble, tout simplement. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, Laurence. Donc, je retiendrai les mots équipe, on en a beaucoup parlé, effectivement, de ne pas culpabiliser l'autre parce que c'est la faute de personne, qu'il faut se communiquer. Vous avez très bien expliqué qu'il y a des moyens justement de le faire sans dramatiser, une façon de s'aborder qui peut être même charmante et puis qui peut mener justement à raviver cette flamme. Vous avez consacré un ouvrage justement sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il sort là ces prochains jours. Nous en parler un petit peu, savoir ce qu'on y retrouve et à qui il s'adresse. Donc, il sort le 24 octobre aux éditions La Musardière. Il s'appelle « Le désir dans le couple, comment gérer le décalage d'envie sexuelle sur la durée ». Il s'adresse à tout le monde, toute personne qui s'intéresse à l'envie sexuelle, au désir sexuel, toute personne qui s'intéresse au couple aussi ou à la relation, qui s'intéresse à comment gérer les différences, comment accueillir les différences, comment jouer peut-être avec les différences aussi, parce que les différences peuvent être complémentaires, et toute personne qui n'a pas envie de juste attendre que ça passe, parce que de nouveau, c'est tout à fait normal qu'il y ait des fluctuations, mais juste attendre que ça passe, c'est dommage. Oui. Très bien. Donc oui, le désir peut s'altérer, mais il peut aussi renaître, vous l'avez dit, avec de la communication, de la patience et des efforts mutuels. Donc, nous espérons que cette discussion a apporté à nos spectateurs des pistes, peut-être pour comprendre et surmonter ces difficultés. Et c'est bien sûr, si cela n'était pas suffisant, il ne faut pas hésiter à poser ces questions à un professionnel. Et par exemple, Laurence Dispo, il est tout à fait possible de vous consulter en privé. C'est bien ça? Tout à fait. Du coup, ce serait plutôt en ligne, j'imagine. Exactement. Vos auditeurs, auditrices. Donc, mon adresse email est certainement... on va refaire ça juste. Oui, bien sûr. C'est vraiment navré. Vous mettez en ligne mon site internet ou... Je mettrai toutes les informations, oui, je mettrai votre site internet, c'est parfait. Pas de bêtises. Je vous en prie. Voilà. Oui, tout à fait. Du coup, ce serait plutôt en ligne et vous trouvez tous mes détails sur le site internet. Exactement. Et donc, effectivement, dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez toutes les informations pour rejoindre Laurence Dispo, mais également retrouver son travail et puis ses ouvrages, puisque voilà, il y en a déjà plusieurs à votre actif. Merci. Oui, et surtout, n'hésitez pas à la consulter. Donc, effectivement, on peut faire ça à distance. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations seront bien mises dans le descriptif. Si vous avez des questions au sujet, justement, de la sexualité ou du désir, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo et puis nous pourrons y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci, un grand merci, Laurence Dispo. Ce fut à nouveau un très grand plaisir de vous recevoir. Avec grand plaisir. Merci, Émilie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt.